Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer. Alors, avec l'association Grenadine, avec le CERA, Sabine Magnificat, Sandrine Saunier, on est très heureux d'accueillir Joseph Chovanec ici à Lyon. Alors, Joseph Chovanec, vous le connaissez, globe-trotteur, écrivain, professeur de philosophie, que dire encore, diplômé de Sciences Po, enfin, je pourrais faire une longue litanie comme ça. Et je sais que ça heurte un petit peu, Joseph, ton humilité. Moi, à l'inverse, ça heurte un petit peu mon amour-propre. Et je me dis, je me demande si je ne serais pas atteint d'une altération qualitative des compétences, des apprentissages. Et en plus, je ne dis pas un mot de Pashtun, pas un mot de sanskrit. Je ne comprends pas. Je me pose la question. Alors, hier soir, avec Sabine Magnificat, avec Véronique Bonnet, nous avons passé une excellente soirée avec Joseph Chovanec. Et depuis que je te connais, j'ai toujours passé des moments très agréables comme ça, avec toi. On apprend beaucoup de choses. Je suis même presque ému de parler de toi. On apprend beaucoup de choses avec Joseph Chovanec. Et puis on passe des moments apaisants, détendus. On n'est jamais jugé. Et même mes bizarreries, tu acceptes mes bizarreries, mes grimaces quand je parle, mes grimaces, je crois qu'on appelle ça des mimiques aussi. Tu acceptes ça assez bien. Et puis mes gestes aussi, je fais beaucoup de gestes quand je parle. Beaucoup de gestes, je parle fort aussi des fois. Et il me semble que dans ma famille, parmi mes oncles, tantes, eh bien, beaucoup de personnes font comme ça. Je me demande, là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une hérédité, quelque chose, une piste génétique à rechercher? S'il y a des chercheurs dans la salle, en tout cas, ça, les Martinez, on est partant pour ça. Alors, Joseph, je me dis que si, comme tu l'as écrit, tu es un peu à l'est, je me demande, moi, si je ne suis pas un peu au sud. Et malgré tout, on arrive bien à s'entendre, il me semble. Alors, je vous souhaite à tous de passer une excellente matinée en compagnie de Joseph Chovanec. Merci à tout le monde. Je suis désolé, j'ai oublié de vous donner deux informations. Deux informations importantes. Il y a 2 salles mises à disposition pour les personnes qui souhaiteraient y passer un moment tranquille. Donc moi, je vais me mettre un petit peu là-bas au fond, et si des personnes veulent venir me voir et bénéficier de ce petit moment, ou Véronique Bonnet aussi qui est là, on sera là-bas. Et puis, il y aura une pause tout à l'heure vers 10h20, 10h25, avec un café, puis des petits gâteaux qui seront proposés. Et puis, une séance dédicace pour ceux qui souhaitent acheter le livre de Joseph Chovanec, les livres de Joseph Chovanec. Il y aura un petit temps à la pause pour une séance dédicace. Voilà, désolé Joseph. Merci Miguel. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Je suis très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Et merci aussi surtout à toutes les personnes bénévoles de l'association Grenadine qui n'a rien de djihadiste malgré le début, d'avoir donné de leur temps et de leur énergie. On dit parfois que pour 5 minutes de baratin, il faut 1 heure de travail préparatoire. Et donc, merci à toutes ces personnes qui ont rendu possible cette rencontre. Et ce temps est le vôtre. Même s'il y aura à la fin un temps plus spécifiquement dédié aux questions, mais n'hésitez pas pendant ou à la pause, comme vous le souhaiterez, à par exemple partager une expérience ou poser une question. D'autant plus que ce sera assez éprouvant. Parce que l'heure est grave. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Nabila est en tôle. D'autre part, la popularité présidentielle
vient d'atteindre le taux de prévalence de l'autisme, à savoir 1%. Et enfin, ça c'est pour nos amis qui travaillent dans la médecine. Après Ebola, une autre épidémie nous menace. C'est l'épidémie de psychose infantile. Contre cela, une seule solution, confiez d'urgence votre numéro de carte bancaire au psychanalyste le plus proche, en espérant donc une solution. Voilà, la même solution s'applique dans l'attente de l'émergence du désir, sachant que cette attente peut durer des décennies parfois, et cette attente est naturellement payante, nous l'avons compris. Bon, heureusement, il y a quelques bonnes nouvelles, et si vous le voulez bien, on va commencer par une bonne nouvelle, on va faire un peu de peinture. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui aiment la peinture? Oui, d'accord. Donc la question à 1000 francs suisses, toujours, est la suivante. Nous avons sous les yeux un petit aperçu, alors excusez, les couleurs sont un peu, ils sont déformés, dirions-nous, mais donc nous avons sous les yeux quelques œuvres d'un artiste célèbre du 19e siècle. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de cet artiste? Oui, en anglais on dirait money. Non. Alors bon, donc il y a quelques petites autres choses. Pardonnez-moi. Bon, voilà. Alors en fait, je dois faire un aveu pénible. Ce n'est pas un artiste du 19e siècle. J'ai un peu triché. C'est la faute de la petite Iris, en fait. Voici la petite Iris. Donc notre amie Iris, elle est toute petite. D'ailleurs, vous voyez, son chat, il est presque plus grand qu'elle. Donc elle n'a que 5 ans, la petite Iris. Si vous voulez voir une autre photo, on peut avoir ici, enfin c'est Iris en pleine action. Et donc la petite Iris est une enfant avec autisme. Psychose infantile. Donc en plus, bon, elle est encore toute petite, mais elle est toujours non-verbale. Donc bien sûr, on espère très fort qu'elle va bientôt parler, mais pour l'heure, elle est encore non-verbale. Mais donc, qu'est-ce qu'on va retenir, quoi? Est-ce qu'on va retenir que la petite Iris est non-verbale? Ou est-ce qu'on va retenir que la petite Iris est vachement douée pour le dessin? Entre autres choses, sans doute, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on retient, quoi? Il y a une expression populaire des gens non-autistes qui dit, vous connaissez l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on retient avant tout? Quand on parle d'évaluation, très souvent, l'évaluation, ça consiste à descendre une personne en faisant la liste de tout ce qu'il ou elle ne sait pas faire. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui savent tout faire? Non. Personne ne sait tout faire. Sauf peut-être certains hommes politiques, mais non, ça c'est un cas d'autisme à part, dirions-nous. Et donc, nous sommes en fait tous dépendantes de quelqu'un d'autre. Et c'est heureux d'une certaine manière. C'est ce qui fait la société humaine. La société humaine, pour qu'elle puisse progresser, elle doit mettre en commun, elle doit mutualiser les talents des uns et des autres. Non pas mutualiser les problèmes des uns et des autres, pas mutualiser surtout les talents, je dirais. Et là, en l'occurrence, les parents de la petite Iris, je crois, ils ont parfaitement compris que le meilleur pronostic pour les gens avec autisme, il est souvent atteint lorsque on permet à la personne autiste de déployer ses compétences, ce qu'il ou elle aime faire. On en reparlera plus en détail. Mais il y a un point que je vous propose quand même de mentionner. En fait, je ne connais pas Iris personnellement. Je n'ai appris l'existence d'Iris qu'il y a quelques semaines parce qu'une télé américaine, CNN pour ne pas la nommer, avait fait donc une émission et différents articles sur son site web sur la petite Iris. C'est riche d'enseignements parce que comment est-il possible que dans les médias français, finalement, on n'ait quasiment aucune image juste de la différence humaine
ou de l'autisme dans le cas particulier qui nous réunit peut-être aujourd'hui. Mais vous voyez, le problème dépasse le cadre de l'autisme au sens strict. En gros, que ce soit dans le monde médiatique ou que ce soit dans d'autres domaines de l'activité humaine, en France, plus on monte, j'allais dire, dans les hiérarchies sociales, et moins toute la bizarrerie humaine est présente, quoi, vous voyez. Trop souvent, ce qu'on appelle l'élitisme, c'est tout simplement l'élimination de la personne différente. Et ça vaut, hélas, souvent dans le monde médiatique. Ça vaut aussi dans le monde politique. On a, je crois, en France, quelque chose comme 628 000 élus. D'ailleurs, pour eux, on ne parle pas de prise en charge. Pourtant, la charge est lourde, hein, bien sûr. Mais sur ces 628 000 à peu près élus, combien il y a de personnes handicapées? Voilà, ça c'est un grave sujet, quoi. Ou parmi les hauts fonctionnaires, même chose. Hein. Comment voulez-vous que des responsables publics, même pour les rares qui ont un peu de bonne volonté, hein, ça peut arriver, mais, comment voulez-vous que ces gens-là puissent, par exemple, avoir une politique cohérente en matière de handicap s'ils n'ont pas la moindre idée de quoi il s'agit, quoi. Vous voyez ? Ce sont des sujets, bon, pardonnez de plomber l'ambiance dès le départ. J'espère d'autres moments un peu plus détendus, mais néanmoins, donc c'est pas toujours drôle. Hein. Et autant j'arrive à communiquer, je passe de très bons moments avec des gens porteurs d'autisme, autant communiquer avec des hommes politiques autistes, ça c'est... D'ailleurs, il s'agit d'un trouble autistique un peu spécifique, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, quoi. C'est un autre problème pour une autre fois peut-être. Voilà. Donc, après avoir vu ou aperçu juste quelques œuvres de la petite Iris, je vous propose autre chose. Vous voyez ? Donc l'idée est à peu près la suivante. Il y aura quelques diapos chiantes, quoi. Mais il n'y en aura pas beaucoup, rassurez-vous. Il y en a, je crois, que 3. Donc là, la première diapo chiante, c'est la suivante. Donc vous avez reconnu ici 2 photos. Lorsque vous allez à des formations sur l'autisme, vous verrez toujours les mêmes, quoi. La raison est très simple, c'est que je crois que tous les conférenciers pompent leurs photos de Wikipédia. Donc c'est ce que je fais également. Et donc vous avez sous les yeux ces 2 photos désormais incontournables. À votre droite, vous avez, donc vous l'avez reconnu, Léo Kanner. Alors, il faisait partie des quelques découvreurs de l'autisme, hein, donc 2 principaux, Léo Kanner, ici présent, je passe tous les détails, et puis l'autre figure, c'est Hans Asperger. Alors, pourquoi je vous montre ces 2 photos? C'est pas que par un esprit d'antiquaire, mais pour vous dire que dans l'histoire de la psychiatrie, ou l'histoire de l'autisme, le fait que l'autisme ait eu, entre guillemets, 2 pères fondateurs, si j'ose dire, ça a créé en gros 2 écoles, quoi, qui pendant longtemps se sont, j'allais dire, quasiment opposées. Jusqu'à il y a quelques années, on opposait dans les manuels, par exemple psychiatriques, ce qu'on appelait l'autisme de Kanner, autisme classique, autisme tout court parfois, et de notre côté, ce qu'on a appelé le syndrome d'Asperger, du nom donc de Hans Asperger. Et en gros, donc, on a considéré qu'il y avait 2 types de personnes autistes. Et ça a donné naissance à un concept que je n'ose pas vous rappeler parce que vous le connaissez parfaitement, mais donc ça a donné naissance à ce concept de spectre autistique. Voici une tentative de représentation d'un spectre autistique fait par un non-graphiste. C'est la honte pour un fils d'artiste peintre, mais je suis nul en dessin. Hein. Ouais. Pas que dans ça. Hein. D'ailleurs, l'un de mes anciens profs de collège, il me disait, avec tout ce que tu ignores, il y a de quoi faire redoubler 10 élèves. Donc, c'est assez important. Bref, donc, nous sommes en présence d'un spectre autistique. Donc, disons, le long de ce spectre, on avait l'habitude de mettre les différents cas d'autisme. Donc, en gros,
Ici, on mettait ce qu'on appelait l'autisme classique, ou autisme de Kanner, ou tout ce que vous voulez, quoi. En termes scolaires, je sais pardonner d'utiliser l'expression, mais c'est pour, j'allais dire, m'y opposer. En termes scolaires, on aurait dit les cancres, quoi. Et de l'autre côté, on avait tendance à mettre, par ici, dans ces eaux-là, ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger ou les ASPI, hein, comme on disait à une époque. Et puis, dans l'entre-deux, là-bas, il y avait toutes sortes de catégories. L'autisme dit de haut niveau. Ça, c'est les nuages. Ensuite, d'ailleurs, soit dit au passage, l'autisme dit de haut niveau, c'était une mauvaise traduction française d'une expression anglaise qui voulait tout simplement dire qu'il se débrouille bien. Hein. Mais comme en France, on est obsédé par les idées de niveau, si possible niveau scolaire, on est plus ou moins traumatisé par le passé scolaire. Hein. Puis il y avait aussi une catégorie qui était ma préférée, c'est ce qu'on appelait les troubles autistiques non spécifiés. Non spécifiques, hein, ben ça, c'est quand le psychiatre il ne sait pas, hein, donc atypique. Hein. Voilà, donc ça, bref. Et on était bien contents parce qu'on avait bien compartimenté hein, le spectre autistique. Plus il y a de sous-cases, mieux ça vaut. Hein. Mais sauf qu'on s'est rendu compte, du moins les psychiatres américains qui font entre autres ces classifications, se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas tout simplement parce que les gosses autistes, ils n'attendront pas l'autorisation du grand ponte de la médecine pour passer d'une case à l'autre, tout simplement. Quoi. D'ailleurs, je crois qu'ils ignorent l'existence même de ces cases et c'est tant mieux. Voyez ? Par exemple, si vous permettez une petite parenthèse technique, mais vu que nous sommes dans un milieu médical, enfin dans un local médical du moins, on peut peut-être se permettre quelques mots, j'allais dire, plus chiants. En fait, la quasi-totalité ou la grande majorité des personnes adultes diagnostiquées ASPI, ou syndrome d'Asperger, du moins parmi ceux que j'ai eu la chance de rencontrer, si on suivait les critères diagnostiques stricts d'il y a quelques années, n'aurait pas dû être diagnostiqué ASPI. Parce que l'un des critères du syndrome d'Asperger dans les anciennes classifications, c'était l'absence de retard du langage. Sauf que la grande majorité des personnes dites ASPI avaient un retard du langage, parfois assez prononcé, c'est le cas de votre serviteur. Et donc, en gros, ces critères-là étaient tout à fait, j'allais dire, théoriques et ne cadraient absolument pas avec la réalité. D'où les psychiatres américains, pourtant les premiers adeptes des sous-cases, se sont rendus compte qu'il fallait éliminer tout ça. Donc on a supprimé toutes ces sous-catégories, les autistes ceci, on a supprimé aussi les autistes soupophages. Moi j'avais milité à une époque pour la reconnaissance des autistes soupophages, ceux qui poussent assez vite, quoi. Voilà. C'est à cause de ma mère. Hein. Pour toutes les réclamations, il faut vous adresser à ma mère. C'est la seule option. Et donc, en gros, on a balayé tout ça. Maintenant, on ne reconnaît plus que, j'allais dire, un spectre autistique unique. Et l'objectif de chaque lutte associative et chaque combat humain, c'est que tous nos enfants, tous les adultes autistes puissent progresser. Et devinez quoi, ils en sont capables. Et très capables même. Voyez, et c'est une idée que je vous rabâcherai peut-être à de multiples reprises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand la vie commence très mal, hein, quand le profil de départ est extrêmement compliqué, hein, on peut aller très loin. Hein. Alors je ne dis pas qu'on sera comme le modèle de la normalité qui est quelque part par là. Hein. Vous connaissez la normalité, hein, c'est redoutable ça c'est 20 sur 20 par ici. Quoi. Donc on n'ira pas jusque-là, heureusement d'ailleurs je crois, mais on peut faire quand même pas mal de choses avec nos amis avec autisme. Voilà. Mais rassurez-vous, on reviendra sur ces choses-là. Après, il y a une autre question
Combien d'autistes hein? L'illustre génial camarade Staline aurait dit combien de divisions hein? Ben, en fait, il y en a pas mal, quoi. Alors, comme on n'a pas de chiffres français officiels ou viables, donc on a tendance à utiliser des chiffres étrangers, on arrive à quelque chose comme 600 000 personnes autistes. C'est beaucoup. Surtout quand on se dit qu'il y a toujours des familles, ou presque toujours des familles, des parents, des frères et sœurs, oncles, tantes, tout ce que vous voulez. Donc peut-être, allez, c'est une estimation très, très vague, mais peut-être qu'il y a en France quelque chose comme 3 millions de personnes directement ou presque concernées par l'autisme. Hein. Ça fait beaucoup, hein. Donc c'est une quantité tout à fait considérable. Mais il y a deux mentions particulières qui s'imposent, si vous voulez bien. La première mention particulière, que quand on dit personne, il faut bien se rendre compte qu'on parle de gens de tous les âges. On parle d'enfants, on parle d'ados, on parle d'adultes, on parle de personnes âgées. Ou plutôt, justement, on n'en parle pas, et c'est ça tout le problème. On a vaguement commencé à parler des enfants autistes, mais après, hein, passé un certain âge, les enfants autistes ils disparaissent. On ne sait pas où, dans la nature, sur Mars. Peut-être qu'ils s'enfuient de l'hôpital du jour. Appelez la police. Et donc, vous voyez, c'est l'un des grands impensés aussi de la vision qu'on a de l'autisme. C'est que plus on monte en âge, et plus l'air se raréfie, quoi, entre guillemets. Mais par exemple, vous n'entendrez personne vous parler de, mettons, des personnes âgées avec autisme. Très impressionnant, quoi. Ou presque personne. Voilà. Donc, il y a un deuxième point, les garçons et les filles, quoi. Il y a un point qu'on néglige assez régulièrement, c'est que l'autisme au féminin, ça existe. Et pour une raison ou pour une autre, on a beaucoup de mal, du moins certains professionnels ont beaucoup de mal à, par exemple, comprendre ce que peut être l'autisme au féminin. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on a cru qu'il n'y avait presque pas de filles autistes. On avançait il y a encore quelques années, ça peut se retrouver encore aujourd'hui dans certains ouvrages un peu vieillots, que l'autisme concernerait, parfois on entend même une fille pour 12 garçons, quoi. Ça va parfois très très haut, hein, dans ces, voilà. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus équilibrée qu'il n'y paraît, quoi. Donc je ne jurerai pas sur une prévalence de 1 pour 1. Ça serait sans doute exagéré, mais peut-être aller à vue d'œil. Encore une fois, on n'a pas de chiffre exact en France, mais peut-être que ça pourrait être quelque chose comme 2 garçons ou 3 garçons pour une fille, ou quelque chose comme ça, je dirais, quoi. Après, le vrai problème, c'est qu'on a un sous-diagnostic absolument manifeste dans le cas des filles avec autisme. Donc, du coup, on n'arrive pas à avoir des chiffres suffisamment fiables. Donc, voilà, je vous le dis comme ça, on reviendra sans doute sur cette question-là, mais elle n'est pas du tout à négliger, parce que ça aboutit régulièrement à des situations très compliquées. Hein. Voilà. Donc, bon à savoir. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire en termes de diapo chiante, quoi. Et maintenant, on peut s'amuser. J'ai fait le service minimum pour paraître sérieux, quoi. Parce que sinon, on va me dire, Joseph, t'as raconté des blagues, on n'a rien pigé sur l'autisme. Bon, ben, voilà, là, c'est fait, et puis on va pouvoir passer à autre chose. Hein.